Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, je reçois Nathalie pour la seconde fois et cette fois-ci, c'est pour son rôle de parent. Et donc, c'est elle qui a choisi ce thème. Voilà, c'est la parentalité et l'autisme. Coucou Nathalie. Bonsoir Yasmina. Je vous laisse arriver. Je voulais juste vous dire que vous savez que les sujets, pour moi, il n'y a aucun sujet tabou. Tous les sujets sont super importants. Et je regardais mon livre, n'est-ce pas, qui est sorti en 2018, en août 2018. Et j'ai un chapitre dédié à mon enfant, vit le handicap. Et donc, j'avais déjà parlé un certain nombre de sujets. Et je viens de poster une vidéo là sur le harcèlement aussi scolaire. Et j'avais fait aussi un chapitre sur le harcèlement scolaire. Donc voilà, sur les enfants aussi et l'addiction aux écrans, c'est quelque chose que j'avais écrit en 2018. Vous voyez, je suis super branchouille. Voilà, donc je vais accueillir Nathalie et puis on va discuter ensemble. Donc je vais me taire parce qu'à chaque fois que je lance voilà, la personne qui vient, je sais que ça fait bizarre et on n'entend plus rien. Tada! Bonjour. Salut Nathalie. Bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie. Et bienvenue et merci d'être là. Bah écoute, merci à toi de m'inviter. C'est vraiment très chouette. Bah, merci beaucoup. oui, c'est chouette. Je suis contente. Bon, je sais que tu es super fan des vidéos que je fais. Tu es trop gentil. À chaque fois, tu écris un petit mot sur YouTube. Franchement, je voulais te remercier voilà, devant tout le monde. Voilà, c'est super agréable. J'ai quelqu'un aussi dernièrement qui m'a pris contact en message privé en me disant qu'elle n'avait jamais pris le temps. Voilà, c'est une jeune maman aussi. Elle me dit voilà, c'est vachement intéressant. Et elle s'est enquillée aussi plusieurs d'affilée en me disant waouh, c'est un truc super. Donc merci, tu vois, parce que ça donne aussi envie aux autres de se dire ah ouais, voilà. Et cette jeune femme, elle l'écoute aussi en podcast, hein, parce qu'on n'est pas toujours obligé non plus d'être collé sur son écran. Donc si vous n'avez pas la possibilité de regarder ce soir, allez éplucher vos carottes, faites les vitres, faites votre sport en même temps. Non mais tu vois, je veux dire, c'est des sujets qui sont fondamentaux, donc voilà, hein, voilà. Complètement, je suis complètement fan de la vidéo podcast qu'on peut partager partout. Mais carrément. Donc, Et qu'on peut envoyer aux copines des fois pour faire passer des messages. Mais c'est pour ça que je les mets sur YouTube, parce que tout le monde n'a pas Insta et voilà, il y a des gens qui sont réfractaires aux réseaux sociaux. Mais moi, je trouve que c'est tellement génial de passer une soirée, tu vois, avec toi à papoter et à semer des graines, quoi. Enfin, Ouais. je trouve que c'est un truc de fou. Hein, voilà. Donc, salut les jolis, et ben, salut, Salut Miss. salut. Voilà, super gentil, merci. Et je suis très heureuse que tu aies proposé ce thème, qui est un thème qui est très cher à mon cœur. Je n'ai jamais été impactée moi-même dans ma généalogie, en tout cas pas de la connaissance que j'ai ou avec mes propres enfants, etc. Mais par contre, j'ai été touchée par une maman qui s'appelle Sophie, que j'avais rencontrée quand j'étais thérapeute à Vannes et qui avait un enfant justement voilà, avec ses conséquences d'autisme. Alors, tu vois, tu vas reparler aussi parce que c'est très vaste, hein, l'autisme. Et je sais que Sophie, elle avait été aux États-Unis se former avec une méthode qui est banale maintenant, mais je te parle de ça il y a au moins plus de 30 ans. La méthode BABA. Et Sûrement. BABA, ouais. Je voulais pas le dire, je me suis dit, je vais pas dire de bêtises, mais moi, ouais, c'était genre ABC ou BABA, Ouais. donc voilà. Mais je me rappelle du parcours du combattant de Sophie et elle arrive en cabinet parce que c'était une de mes clientes qui est devenue une amie et elle venait en sophroanalyse et du coup j'ai été aussi très touchée par le parcours de cette femme et je trouve que c'est très enseignant d'apprendre voilà de la vie des autres. On a à peu près tout en fait ce même chemin et finalement cette même découverte. Et moi, je dis, si les hôpitaux pouvaient nous ouvrir la porte, en fait, des mamans en fait qui ont plus d'expérience et de toute génération hein, confondue, si on pouvait en fait nous laisser de temps en temps parler avec les mamans, Ouais. on apprendrait peut-être, ça accélérerait le processus en fait. Mais carrément. Et tu vois, faire des groupes de parole, c'est ce que je voulais faire, moi, sur mon truc qui va arriver, l'intuitive mama, c'est de faire des groupes de parole voilà, de mamans, tu vois, parce que je trouve que
C'est important. C'est important. On est d'accord. Voilà. Donc, tu as la parole, Nathalie. Je ne sais pas si tu veux te présenter, si tu vois, voilà, tu étais déjà venue sur un autre live, c'était un autre sujet, mais là, voilà, là, c'est un sujet que tu as choisi. Donc, je suis Nathalie, je suis préparatrice en pharmacie de métier. Je suis maman. Ce soir, je parle en tant que maman. J'ai toujours voulu être maman. J'avais 5 ans. On me demandait ce que je voulais faire dans la vie. Et moi, tout simplement, je répondais, je veux être maman. Et quand on me disait, oui, mais tu veux faire quoi comme métier? Je veux être maman. C'était, voilà, c'était inné. C'est quelque chose qui est ancré en moi comme, voilà, pourquoi j'en sais rien, mais je suis dédiée pour ça. Et donc, aujourd'hui, en fait, je viens parler de mes enfants et du coup, notamment de Nicolas, mon premier. Et on parlera aussi de petite Marie qui a suivi. Carrément. Et Nicolas est arrivé eh bien, un 29 septembre, donc il aura 18 ans dans quelques jours. Voilà, c'est ça. On a après-demain décalé le live parce que quand on avait pris la date, il m'a dit bah, c'est génial, du coup, ce sera son anniversaire, on parlera de lui. Voilà. Et voilà, et finalement, c'est beaucoup mieux de le faire ce soir, comme ça, demain, tu es disponible pour lui, pour tout voilà, comme ça, il pourra vraiment avoir sa fête et puis il y tient beaucoup, bah, donc c'est super. C'est clair. Et Nico est arrivé donc 1 mois et demi avant. Ça a été une grossesse très compliquée. Ça a été un accouchement très douloureux, très long. Ça a mis 4 jours. Et est-ce qu'il a manqué d'oxygène? Est-ce qu'il y a eu pas mal de choses? Après, on a découvert finalement que Nico était vraiment différent. J'ai fait un infarctus à sa naissance. Donc, tout ça, ça arrive. Nicolas m'a sauvé la vie. Je lui ai donné la sienne. Il m'a sauvé la vie, puisqu'en fait, on était en clinique quand j'ai eu mon infarctus. Et le cycle de la vie a commencé. Et donc, j'ai toujours suspecté que Nico était différent, puisqu'en fait, à la naissance, le pédiatre m'a dit ok, tout se passait bien. C'était un enfant qui avait des gros problèmes d'allaitement et aussi de prise de biberon, qui ne dormait pas la nuit et qui n'a pas fait ses apprentissages comme je le lisais dans les bouquins. Ça, c'est un truc, des fois, je voudrais dire aux parents, c'est l'instinct parental qui prime. Écoutez-vous, je vous en supplie, écoutez-vous. Bon, après, je vais dire, on va pas remettre en question, entre guillemets, le rôle des pédopsies ou je ne sais quoi, mais tu vois, bon, je l'ai souvent déjà cité, il y a une femme très connue qui avait écrit des bouquins il y a une trentaine d'années. Oui, d'ailleurs, je les avais bien lus, ces bouquins. Et moi, je l'ai ouvert et j'ai lu 3 livres. J'ai fait hop, et je l'ai posé, mais très loin. En plus, c'était genre à la Bibli, tu vois. C'était même pas acheté, mais je me suis dit waouh, non, tu vois. Et je suis restée sur cette notion, d'où le nom Intuitive Mama, vraiment dans cette intuition et de ce ressenti très propre, parce que chaque maman sait déjà des choses, mais de façon dingue, alors que la médecine dit mais non, pas du tout, arrêtez de vous prendre la tête, et les mamans disent mais si, mais non, mais si, et ça se révèle toujours mais si. Alors, bon, bien sûr que la médecine aussi fait beaucoup de choses. Je suis pas du tout en train de dénigrer les jobs. C'est non, on l'avait fait la dernière fois, effectivement. Il y a la médecine qui nous accompagne. Mais en même temps, voilà. Il y a quand même une forme de connaissance et de préscience et de connexion. Enfin, je veux dire, on porte nos enfants. Quoi. Oui. On les porte. On sait ce qui va se passer. Moi, j'étais persuadée de mourir à la naissance de Nico. C'était quelque chose qui était ancré en moi. J'avais laissé une lettre à mes parents. Je voulais donner mes organes. Et les gens me disaient, mais t'es folle, t'es juste enceinte, tu vas juste accoucher, c'est rien, tu vas voir ton bébé, tout ira bien. Ouais. Et en fait, l'infarctus est arrivé et en fait, je me dis, mais fais-toi confiance. Et j'ai pas voulu me faire confiance tout de suite. Et donc, Nico, en fait, par sa différence, il me regardait pas. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai jamais... j'ai pas eu le bonheur, en fait, de se dire... je mets mon regard dans le sien, sauf à la naissance, où effectivement, on s'est bien regardé. Et après, petit à petit, les choses se sont enchaînées. Le stress, le baby blues, le postpartum. Et cet enfant complètement différent que je ne savais pas comment prendre. Et moi qui rêvais d'être maman, je ne savais pas m'occuper de mon fils. Je ne savais pas par quel sens le prendre, comment il fallait que je fasse. Il pleurait beaucoup. À la fois, il était tout le temps sur moi, mais il pleurait beaucoup, il criait beaucoup, il se balançait beaucoup.
Mais du Tout coup, toi, à ce moment-là, tu vas, parce que quand on est maman, au niveau de la sécurité sociale et de la, voilà, tout ce qui est la prise en charge de la jeune maman, on dit d'aller faire des visites pédiatriques et d'aller consulter, etc. Toi, comment tu étais à ce moment-là? C'était dans les premières semaines, dans les premiers mois où il ne dormait pas du tout, c'est donc, ça? ouais, c'est exactement ça. Et à l'époque, en fait, la maison des 1000 jours n'existait pas du tout. C'est vraiment assez novateur en France, cette maison des 1000 jours. Et moi, je conseille à toutes les mamans, tous les papas, quand on se pose des questions, ou même les Ouais, grands-parents, des fois, ils se posent des questions en disant, moi, je le trouve différent, notre petit enfant. Enfin, ouais, ouais. d'aller dans cette maison des 1000 jours. Parce que du coup, c'est pluridisciplinaire. Et effectivement, on est plus à l'écoute, en fait, de la famille qu'on l'était même il y a 18 ans, en fait. Ok. Je trouve qu'on a quand même énormément avancé. Et moi, je me suis sentie, en fait, face à la médecine en me disant, OK, je dénonçais beaucoup de choses en me disant, écoutez, j'y arrivais pas, vraiment, je suis même allée consulter en psychiatrie maternelle Ouais. parce que je me suis dit vraiment, je deviens complètement. En fait, le fait de ne pas dormir, l'infarctus, la fatigue, le postpartum, enfin bref, Normal. à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je n'y arrive Ouais. pas? Et donc, j'ai voulu consulter. On m'a gardé une journée. Et puis, gentiment, on m'a dit, écoutez, vous êtes une maman. Vous savez vous occuper de votre enfant. Le bébé, ben, il a l'air de se porter bien. Rentrez à la maison. Et on m'a conseillé de me faire aider. Mais aider dans le sens, vous avez des grands-parents, faites-vous aider des copines. Ok, sauf que moi, dans ma tête, c'était toujours pas acquis. Ouais. C'était toujours pas acquis. Et là, on vient à un sentiment de culpabilité, de se dire pourquoi je suis comme ça. Euh, et cette culpabilité, en fait, elle te rajoute des couches et des couches et des couches en te disant bah non, je n'y arrive pas, j'y arrive toujours Mais pas. du coup, Et pourtant, je là, faisais semblant. Hein. ouais, du coup, Nico, il avait quel âge là au moment où tu vas consulter, où tu dis bon bah là je tiens pas d'aide, enfin ça vient forcément de moi. Je pense que jusqu'à 18 mois, on est Ok, resté dans le flou artistique tous les deux. ok. Et donc quand tu vas consulter pour toi, il a quel âge Il là, Nico? avait 4 4 ans. mois. Je me rappelle bien. Ok. Je me disais, bon, c'est pas possible. Je me rappelle très bien d'être descendue. Alors nous, on n'est pas très loin de la mer. D'être descendue effectivement à la plage que tu connais très bien à Caras. Et là, je me suis assise et en fait, je me suis mise à pleurer en fait. Et j'ai plus m'arrêter de pleurer jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital à pied parce que c'était trop compliqué en fait. Donc je me suis dit, je vais à l'emballe et puis on verra bien ce qui s'y passe. Ouais, parce que là il y a marqué voilà 18 mois et aucun médecin n'a rien vu. C'est pour ça que je te posais la question de savoir ok, tu viens d'accoucher, tu as eu un infarctus, un accouchement c'est de toute façon compliqué. 4 jours, c'est quand même un gros tsunami. Voilà, ce bébé qui arrive, qui fait passer nuit, tu peux dire, bon, bah, ok, l'allaitement, c'est compliqué à se mettre en place, etc. Ok. Donc là, déjà, au bout de 4 mois, tu vois que tu as déjà vu un pédiatre ou plusieurs et personne ne te dit rien. Tout le monde dit, ça va, prenez soin de vous. Ouais. Et ça dure jusqu'aux 18 mois. Ça dure même plus que ça finalement parce que aux 18 mois en fait là j'ai changé de pédiatre et je me suis dit ok j'avais un pédiatre qui était renommé qui avait fait des bouquins et tout j'avais choisi le meilleur pédiatre de la Normal. Côte d'Azur et puis en fait à chaque fois il me disait mais non vous êtes trop stressé c'est vous qui êtes le problème vous êtes trop sur lui c'est un garçon il est plus lent qu'une fille laissez-le vivre bon bref et moi, pendant ce temps-là, je culpabilisais encore plus. Ouais. Bah, c'est très culpabilisant en fait. Hein. Quand tu as une intuition Oui, d'une certitude, mais qui a besoin d'être validée par la science, parce que aussi tu as besoin aussi qu'on te mette une c'est étiquette ça. sur quelque chose, parce que sinon tu peux aussi passer à côté d'informations super, super graves. Et du coup, ces propos-là sont très culpabilisateurs parce qu'on se sent coupable. Donc ça, c'est la fleur païne. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Et puis ce côté toujours de la mère possessive, la mère qui est trop sur les enfants, c'est comme les enfants à bras, que si on les garde juste à la naissance dans les bras trop longtemps, ça va devenir des enfants dépendants. C'est ça. C'est juste insupportable. Exactement Hein, ce qu'on m'a dit. On m'a dit arrêtez de le garder dans vos bras. Sauf qu'en fait, le meilleur endroit où il était au monde, c'était dans mes bras. on est d'accord. Donc ça, c'est la fleur de la culpabilité, c'est Pine, hein, pour ceux qui s'intéressent aux fleurs. Ok. Je la connais bien, cette fleur. Ouais, bah ouais, moi aussi, je la connais bien. J'en ai pris des litres, tu vois. Ah, bah d'ailleurs,
Nicolas nous rejoint. Eh bien, En direct bonsoir live. Nicolas, qu'on voit passer au fond. Tu dis bonsoir. Alors, attends, tu veux passer à la vidéo ou pas Parce que je crois que la dernière Non, fois, pas trop. Nicolas, tu nous regardais, mais du coup, c'était avec ton C'est mari, ça. c'est ça, avec son papa? Il Hein, était c'est dans ça? la salle à manger. Ouais, Et là, en fait, bah, écoute, assieds-toi. Si tu veux écouter, comme ça, tu seras en direct c'est live. clair. Après, je fais des claquettes aussi, si tu veux. Et donc, de quoi on parlait déjà? Ouais, donc on disait que ça avait 18 mois et que tu as été voir un super pédiatre qui t'a dit stop. En fait, c'est tout vient de vous. En fait, tout va bien, rentrez chez vous aussi. Donc ça a duré plus de 18 mois, tu disais. Ouais, c'est ça. Il y a Miss Fadi qui te fait un gros bisou et qui te souhaite un bon anniversaire. En avance. Merci beaucoup. Et après, on vient alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont croyants, qui ne sont pas croyants. Moi, je respecte toutes les religions, la planète entière. J'avoue qu'un soir, je m'endors, pas très fraîche. J'ai pas trop envie de continuer toutes ces aventures de vie. Et je me dis, bon, je me sentais vraiment mal. Et je me suis dit, bon, ok, demain, je prends un rendez-vous chez un psychiatre. Et j'irai consulter parce qu'il me semble que j'allais vraiment pas bien. Je fais une prière et je demande à tous les saints de la terre de me trouver une solution et surtout de donner en fait le pouvoir de continuer à avancer. Un mois et demi après, qu'est-ce que j'apprends? Que petite Marie va venir au monde dans 9 mois. Et donc, c'est la solution qu'ils m'ont donnée, qu'ils m'ont envoyée. Donc là, j'ai pas compris du tout, à vrai dire. Je me suis dit, ok, tu répares un enfant par un enfant. Là, je comprenais plus rien. Et effectivement, petite Marie est arrivée et là, en fait, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Alors, univers ou pas, ils ont grandi ensemble, ils ont marché ensemble. Ils n'ont pas tout à fait parlé ensemble, mais ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Une histoire un peu gemellaire, hein, au passage. Ouais, une histoire gemellaire, complètement. Ils sont très fusionnels, un peu moins maintenant qu'ils sont ados, donc tant mieux. Hein. Mais effectivement, quand ils étaient tout petits, c'était tout ensemble. Je voyais évoluer Nicolas au rythme du bébé de Marie. Comme une forme de tuteur, en fait. Hein. C'est ça. Impressionnant. Et je voudrais revenir sur la description que tu as faite de ton état de désarroi total, profond, cette évocation à la prière, à la lumière, à quelque chose, à une solution. M'abandonnez pas, me laissez pas comme ça parce que là je tiens plus en fait. Hein. Et ça c'est Sweet Chestnut pour ceux qui connaissent ce genre d'état-là, c'est vraiment une fleur. Alors voilà, toi ton appel de l'âme a été la réponse avec Marie, mais bon, on t'a donné une réponse, mais des fois il y a des réponses aussi justement de soutien, parce que quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment au bout de ce que l'on peut supporter et sous-tendre en fait, hein, tellement la souffrance est insupportable. Hein. Ouais. Exactement. Quand tu as plus de réponse à rien, tu dis. Tu sais plus quoi faire en fait. Hein. Ouais, tu sais plus. Et donc du coup, j'ai changé de pédiatre. En fait, la pédiatre qui devait m'accoucher finalement, c'est une autre personne, un autre pédiatre qui est venu pour la naissance de Marie parce qu'elle était en vacances. Et donc je lui parle de Nico. Et elle me dit, bah, écoutez, à l'occasion, quand vous venez pour Marie, bah, emmenez-moi Nico, on regardera. Et elle a compris ce qui se passait de suite. Elle l'a compris. Elle m'a conseillé donc d'aller à l'hôpital. Elle m'a dit, par contre, aujourd'hui, j'espère qu'on est un peu plus préparé parce que même si tu vois cette sensation en fait de te dire, mon enfant, il est différent, il y a un truc qui va pas et les pièces s'emboîtent pas, tu vois. Ça va pas, ou est-ce que j'ai pas les codes, ou est-ce que j'ai pas été mis au courant, ou est-ce que je ne connais pas, ou il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Parce que quand tu dis ça va pas, je reviens à la conversation du début. Quand on va devenir maman par rapport au fait d'ouvrir un bouquin, on a des fois des référentiels parce qu'on a eu des frères et des sœurs, on a des copines, on a voilà des fois des amis qui ont eu des enfants, on a déjà vu des films à la télé, on a lu des bouquins, et les enfants représentent les enfants. Mais c'est une forme de généralité. Non, mais je dis pas de conneries là. Et quand tu dis que quelque chose qui est pas normal, on ne sait pas où est la norme en fait. Oui. On découvre tout. Parce que quand on a un deuxième enfant, moi je suis maman de 3 enfants, chaque enfant amène son lot
d'expériences complètement différentes. La marche, l'apprentissage de la parole, le fait de regarder, de ne pas regarder, d'être réveillé, d'être curieux à ça, mais pas curieux à ça. Donc, il n'y a pas de normes à proprement parler. Et la différence de Nicolas, qui était venu aussi, vous initiez vous en tant que parent, sur une normalité qui n'est pas normée, puisque de toute façon, il n'y a pas de référentiel. Donc, tout est super nouveau, et en plus, pas validé non plus par la science, la médecine, la pédiatrie, la pédopsychiatrie, etc., etc. Du coup, je voudrais savoir, quand tu vas consulter cette femme qui est en vacances sur la côte, genre, juste le hasard, hein. En fait, c'est parce qu'en fait, la pédiatre qui devait nous accoucher part en vacances. Ah, c'est ça. Et en fait, c'est la remplaçante qui vient. Oui, donc c'est ça. Donc le hasard, on est bien d'accord. Tu vois, Miss Fadi, elle dit la même chose. Elle a 3 enfants et à chaque fois, c'est hyper différent. Et les normes ne sont pas normées. Parce que, ok, moi j'ai eu Paul, bah, Paul il a fait ça, donc c'est normal. Marie arrive et je me dis, bah attends, non. Et après, c'est Louis qui dit, bah non, c'est ni Paul ni Marie, c'est moi en fait. Donc arrête, tu vois. Et moi, c'est moi. Et j'ai 3 enfants qui sont complètement différents. Ah ouais, non mais c'est sûr, c'est évident. Et ils n'ont pas fait les mêmes steps au même temps, ils n'ont pas les mêmes courbes de poids. Voilà, moi Paul il est arrivé à 1 mois et demi d'avance, on m'a toujours dit oh là là, il faut qu'il prenne du poids, machin. Après on m'a dit oh là là, mais tu l'allais trop, il va grossir, machin. Non mais foutez-moi la paix, tu vois. Non mais. Ouais. Mais c'est ça qu'il faudrait, c'est ce message qu'il faut faire passer aux femmes. C'est ce qu'on fait. T'es primipare, c'est la première fois que tu as un bébé dans les mains. Dans les bras et tu te dis tu sais ce que tu as à faire, l'instinct est là et les pia en fait des uns et des autres, à un moment donné, si tu es sûr, enfin si c'est ok avec ton enfant et que tu es bien comme ça, t'en mêles pas, c'est pas grave. Les autres ils ont leur vie, ils ont leur histoire, voir leur histoire passer, ne t'en préoccupe pas. Exactement. Et cette normalisation, eh ben, elle peut être justement différente selon chacun. Et là, pour le coup, Nicolas, il apportait aussi une différenciation qui était notoire, mais qu'apparemment, vous étiez les seuls parents à avoir vu. Donc ça, c'est cool. Et du coup, quand tu dis que tu sais que tu es enceinte de Marie et qu'après, tu rencontres cette pédiatre, du coup, Nicolas, il a quel âge là, à ce moment-là? Eh bien, il a 2 ans et demi. Il a 2 ans et demi et Marie vient juste de naître. Et Marie vient juste de naître. Ok. Donc il s'en est passé du temps entre vous, hein. 24 mois tous ensemble. Tout à fait. Et entre-temps, il a connu une nounou, il a connu la crèche, parce que moi, j'ai repris le travail très rapidement. Et à chaque fois, la crèche me disait bien, oui, effectivement, il y a un truc, il est très solitaire, il joue pas avec les autres. Bon, il y avait des petits trucs comme ça. C'est quand Marie est arrivée qu'ils ont commencé à m'interpeller en me disant écoutez, on va peut-être vous faire voir le psychiatre. Et entre-temps, le pédiatre avait déjà commencé, tu vois, à me dire oui, effectivement, il y a quelque chose. Et là, on est rentré dans le cursus de l'hôpital. Mais le fameux qui avait écrit des bouquins, qui avait rien repéré 18 mois avant. Non. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Ok. D'accord. Non. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça devait se faire comme clair. Ça. Ça m'a appris beaucoup de la patience. Ça m'a appris. Nicolas m'a fait maman. Il est à l'origine de tout ce que j'attendais puisque je voulais être maman et il m'a fait maman. Et on a passé de très très bons moments, mais j'ai compris tout de suite qu'il allait falloir être très patiente dans notre relation. Ouais. C'est ça. Et je la sors parce que c'est vraiment. J'ai fait un petit paquet spécial ce soir. Non, mais bon, c'est instinct, parce qu'évidemment qu'il faut redoubler de patience. Oui. Le rythme, la proposition, tout est complètement différent. Donc, et puis déjà, quand on devient parent, on n'a pas cette patience innée non plus, hein, parce que la proposition que l'enfant va nous faire, ça va déboussoler tellement de choses que cette patience, on doit de facto y faire face en fait, hein, tout le temps. Et je pense qu'en fait, chaque femme devrait être, et chaque homme devrait être libre en fait de se dire je m'arrête 1 an, je m'arrête 6 mois, je m'arrête 3 ans, je m'arrête 3 mois, mais je reprends 1 mois, mais je vais m'arrêter de nouveau un peu parce qu'en fait, ça va trop vite. Ouais. Et je pense qu'en fait, en France, on ne connaît pas ça. Mais je pense que la parentalité devrait être sur mesure parce qu'effectivement, tout peut arriver dans la vie. Bien sûr. Et il faut prendre le temps d'être avec son enfant, de vivre ces moments merveilleux parce que même si c'est dur,
Ça a été dur, mais c'est des moments que tu ne revivras jamais plus. Donc profites-en. Profites-en. Avoir cette petite pierre précieuse entre les mains qui est un enfant, c'est vraiment un trésor, quoi. Et quand on les appelle. Et à la fois, tu vois, on doit être patient. Oui. C'est dur parce que pour tous les parents, quelles que soient les situations, on traverse des périodes de difficulté, plus ou moins. Hein, oui, ça oui, dépend, justement, en fonction de chaque enfant aussi. Et en même temps, ça passe, mais tellement vite la vie. Ouais. C'est un truc de fou. Voilà, demain, c'est son anniversaire. Ouais, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Non, mais voilà. Où sont passées toutes ces années? Magique. En fait, ouais, non, mais c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Nicolas? Moi, je tutoie. Hein. J'espère que ça pose pas de soucis. Tu veux dire quelque chose? Oui, demain, c'est mon anniversaire. Non, en fait, c'est vendredi ton anniversaire. C'est vendredi. Oui, mais t'en fais pas. Tout est organisé, tout est sous contrôle. Oui. Pas de problème. Et du coup, petite Marie arrive, Nico a 2 ans et demi, et là commence en fait les rencontres avec les médecins, les psychiatres, les psychologues, les psychomotriciens. Voilà, on rentre dans le système du CAMPS, qui aujourd'hui peut-être s'appelle plus tout à fait comme ça, mais s'il y a des parents d'enfants handis par là qui nous le disent, le CAMPS en fait est pris en charge à 360 en fait pour mettre un diagnostic sur ton enfant, savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il a, pourquoi, comment. Donc tu vois des neuropsychiatres, tu vois des neuropsychologues, un psychologue, un psychiatre, et puis on va avoir tout ça ensemble. Et à la fin, ils font un compte rendu. Donc Nico a passé un premier IRM où effectivement, ils ont dit, effectivement, il y a quelque chose de différent. Et là, en fait, on t'annonce peut-être 1 mois et demi après, voilà le diagnostic. Alors du coup, le diagnostic, est-ce qu'il ouais, déjà grosse claque, et est-ce qu'il le relie à sa naissance justement, et qui aurait pu justement avoir un manque d'oxygène, etc., où personne ne le saura jamais de toute façon. Alors, parce que dans tous ces tests, cette batterie de tests, ouais. 2 ans après, 2 ans et demi après, on est quand même rentré dans un protocole génétique parce que on voulait par rapport à Marie, voilà, essayer et puis faire avancer aussi la science. Moi, je suis quelqu'un d'assez scientifique et c'est vrai que je me disais, si on peut trouver des choses, si on peut savoir pourquoi, c'est vrai qu'en tant que parent, tu te dis, mais pourquoi ça tombe sur moi? Et avant de te dire ça, en fait, tu dis pourquoi ça tombe sur lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Pourquoi cet enfant, il va pas comme tout le monde? Et en fait, on va découvrir plus tard que Nico, il a ce processus d'évolution comme tout le monde, et que aujourd'hui, c'est un jeune homme qui a ses difficultés, mais à la fois, il a réussi à bien rattraper son retard par rapport à ce qu'on m'a annoncé. Ce jour-là, on m'annonce que voilà, on rentre dans un protocole génétique aussi, où Nico a une séquence de plus sur un chromosome, ce qui est pratiquement personne n'a vu ça dans le monde de l'hôpital. Pièce unique. Pièce unique. Pièce unique. Et en plus, ils font des recherches sur le monde entier, en fait, sur tous les génomes qu'ils ont. Et en fait, Nicolas est une pièce unique au monde. Je tiens à le préciser, messieurs, dames, le grand luxe. Fabuleux. Donc, et alors ça, c'est fabuleux, oui. Et deuxième chose, là, c'est un peu la panique à ce moment-là, parce que pièce unique au monde, on te dit, OK, on va le mettre dans la catégorie des autistes. Mais à la fois, Nico n'est pas un autiste comme un autre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi, l'autisme? C'est super vaste, hein. Alors, l'autisme, c'est une espèce de un grand château fort. Un grand sac avec plein de trucs dedans. Voilà, où dans chaque salle, tu rentres, à chaque fois, il y a des choses différentes. Il y a ceux qui vont pas être non-verbales, il y a ceux qui ne peuvent pas être touchés, il y a ceux... Et à la fois, tu as des choses multiples. Tu peux avoir du handicap pluridisciplinaire et en plus avoir des syndromes autistiques. Dans l'autisme, on rentre aussi maintenant les TDAH,
enfin, tout un tas de pathologies, en fait, où on dit autisme. Nous, parents, ça nous permet… Ah, tu vois, ton chat est d'accord avec moi. Je vais aller le chercher. Si ça se trouve, il veut aller bien. Bonjour, Romain. Peut-être qu'il y a Nicolas aussi qui voudrait te voir. Tu vois, voilà. Nico. Voilà. Ouais. Là. Ça se passe là, le live, en fait. C'est pas moi qu'il faut que tu regardes. Regarde. Voilà, tu vois. Oh, regarde. Tu le vois? Il est beau, hein? Oui, il est vraiment beau. Hein. Tu veux passer à la, à la télé, ça veut dire. Il s'appelle Omar. Tu veux passer à la télé? Oui. Tu entends, Nicolas? Touc. Regarde-le de face, là, regarde. Voilà. Il est trop beau, hein? Alors, tu vois, comme, Oui, il est vraiment quand il est assis, là, ça y est, il se tait après. Voilà, ça y est. On a eu le petit moment chat. Ouais, donc du coup, le fourre-tout avec plein de choses, et Asperger, pas Asperger, avec ceci, avec cela, avec Avec déficience intellectuelle ou pas, problème de mobilité ou pas. Donc, on est tous, en fait, à loger à la même enseigne, avec un espèce de protocole, en fait, qui est applicable à tout le monde. Et à la fois, c'est pas du sur-mesure, c'est… Voilà, j'en parlais ce matin parce qu'on va inscrire Nico à la boxe dans pas longtemps. Et le monsieur me dit, effectivement, on n'a pas de mode d'emploi. Alors, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, déjà, quand tu as un enfant, il va être différent de 1, 2, 3, 4, 5. Exactement. Et c'est vrai que même dans l'autisme, en fait, les gens, moi, je trouve qu'ils ont énormément de courage. En fait, tous les professionnels de santé, éducateurs, sportifs, enfin, tous les gens qui gravitent autour du handicap, c'est fantastique parce qu'en fait, ils prennent en individuel. Et oui, parce que tout est expérimental aussi. Hein, tout ce qui est recherche aussi neurologique et comme tu le disais, aussi génétique. Tout est tellement fou, en fait, ce qui est en train de se passer là sur les outils qui sont adaptés maintenant pour aller rechercher tout ça. C'est un truc de dingue. Donc, forcément, il y a des écueils et on fait ce qu'on peut, j'imagine. Hein, voilà. Exactement. On va mettre en place des choses qui vont être complètement différentes. Carrément. Par exemple, sur le non-verbal, le pictogramme va fonctionner pour un alors que ça ne va pas fonctionner pour l'autre. Ça va fonctionner à un moment alors que finalement, à un autre moment donné, ça ne va plus fonctionner du tout. Avec Nico, on a longtemps en fait fait les mimes Marceau et signé comme des sourds parce que c'était plus simple et que dans le silence, tout se passait beaucoup mieux. Ouais. Et donc, du coup, tu apprends ça au fur et à mesure. Et quand tu dis, en fait, dans le milieu de l'hôpital, voilà, mais moi, je fais comme ça, alors dire, ouais, mais alors, vous communiquez plus du tout avec lui? Ah ben si, je communique. Et dans le silence. Mais là, les repères, c'est ça, les repères sont pas adaptés selon eux, alors que vous avez trouvé votre propre méthode, parce que aussi, Nicolas, vous a donné aussi les clés pour pouvoir aussi adapter un autre mode de communication. Parce que sinon, c'est pas possible de pas communiquer avec son enfant. Enfin, c'est très difficile. Non. Ou alors c'est Ceausescu et on les laisse dans des pièces, dans les lits toute la journée, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est plus le cas. Et je trouve qu'aujourd'hui, même le système n'a pas assez avancé parce que finalement, ces enfants qui étaient différents, on les laissait à l'époque, enfin, je parle de ça il y a au moins 30 ans, on les laissait à la maison, on les cachait un peu. Ils vivaient presque en autarcie avec les parents. Les parents sortaient, mais il y en avait toujours un qui restait à la maison. Or, aujourd'hui, nos jeunes, là, on va faire une fête samedi avec l'ensemble de l'IME. Et ben, franchement, moi, je dis, franchement, ils sont plus rigolos que certains jeunes qui vont au lycée. et en fait, ils sont tellement évolués que maintenant, on a ce décalage entre les réseaux sociaux, la communication, le fait qu'ils soient éveillés à tout ce monde moderne. Et ça, par contre, en fait, on n'a pas vu venir l'évolution. Parce que nous, on les a poussés en tant que parents. Et en plus ou moins, on est tous pareils, où on est allé chercher des infos. Nous, on est parti à Paris, Marseille, le Luxembourg. On est allé chercher des nouvelles méthodes. Et en fait, on a fait une espèce de bouillac de tout ça. Voilà. Créatif. Ah oui, créatif, créatif. D'ailleurs, il faudra qu'on parle du côté professionnel tout à l'heure parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais effectivement, on est toutes comme ça en fait. Enfin, que ce soit les papas ou les mamans, on est toutes dans cette recherche de dire attends, il est unique, il faut que je trouve la bonne façon de faire. C'est clair.
Mais du coup, là, j'ai envie de parler de Star of Bethlehem, qui est au moment où Ah, vous avez appris la nouvelle. Ça, c'est vraiment, ben, voilà, c'est le choc, la stupeur, mais c'est aussi le deuil de certaines attentes, hein, probablement. Et en même temps, une forme certainement aussi de soulagement et enfin, de quelque chose qui va pouvoir. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est Star of Bethlehem. Et après, il y avait un truc qui m'est venu, mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça ça va va venir. Tu voulais pas. revenir. Ouais, En ouais, ça fait, va. moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a ce double effet. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le diagnostic entre tes mains, ben, c'est une étape. Et à la fois, tu te dis presque tu veux pas y croire en Ouais, fait. Tu sais je savais pertinemment qu'il y avait bah, un bien sûr. problème. Mais quand on me met sous les yeux en me disant voilà c'est ça, il m'a fallu quand même quelques petites semaines pour me. Et d'où Star of Bethlehem, qui est aussi dans Rescue. Tu vois, c'est aussi cette part de soi qui est en état de sidération, en état de choc. Tu vois, et le choc ne veut pas dire quelque chose de négatif. C'est-à-dire que l'information est tellement perturbante qu'il y a une partie de nous qui veut l'entendre, puisqu'elle est déjà connectée à cette réponse-là. Ouais. Puisque tu l'étais déjà, je veux dire, tu l'as su, tu as été la première à l'énoncer, donc tu le savais. Mais c'est ce décalage-là qui fait que c'est peut-être aussi toute cette mémoire qui revient aussi de toutes ces luttes et toutes ces attentes, de tout ce que tu as pu faire ou de ce que vous avez pu faire aussi pour pouvoir mettre quelque chose en lumière. Et tout ça, ça fait partie aussi Chemin quoi, Eh ouais, c'est clair. du chemin qui avance petit à petit. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Ouais, il est trop chou, il est là avec moi et je trouve ça incroyable. Bah ouais, c'est vachement chouette. C'est chouette. Pour suivre en fait notre chemin qui, à mon avis, est le chemin de tous les parents. C'est vrai que du coup, je pense qu'à ce moment-là, il faut, enfin, je donnerais un conseil à tous les parents qui viennent d'apprendre quelque chose un peu grave. Partez en vacances avec votre môme, en fait. Louez un voilier, partez pendant 3 mois, faites le vide dans votre tête. C'est un truc que j'ai pas fait et que aujourd'hui, en fait, je pourrais vraiment regretter. Ouais, ok. Parce que au lieu de se dire bon alors je prends rendez-vous avec qui, comment, pourquoi, pas un coup, enfin déjà t'arrives déjà même pas à réfléchir toi-même. Ouais. C'est là, d'un seul coup, c'est panique à hockey choral, quoi. Comment je vais gérer le truc, en fait, Ouais. hein? Ouais, ça, Et c'est puis la fleur Helm. tu t'es obligé d'annoncer ça un peu à toute la famille, tu vois. Ça va être un peu différent et chacun va prendre sa partie d'histoire avec son vécu. Bien sûr. Il va te raconter des histoires Ouais, que toi t'es même plus capable d'entendre. ouais, Donc t'en veux à la terre entière. Tu ouais, commences un petit peu à t'énerver avec tout le monde, ouais. alors que c'est le moment où finalement on devrait se recentrer. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là quand tu dis que tu en veux à la terre entière? C'est que parce que chacun va y mettre son grain de sel et il va se raconter sa propre histoire Je par pense, rapport à ce qu'il vous arrive. oui. C'est-à-dire qu'en fait, Ça, c'est Willow. les grands-parents, ouais, certains grands-parents vont dire ah oui, mais on a déjà eu ça dans la famille, Ok. ça me fait penser au machin truc. Ok, d'accord. L'autre qui va dire ah oui, mais j'ai entendu parler des enfants machin truc. Enfin, chacun va y mettre ce qu'il veut bien entendre et ce qu'il veut bien en fait accepter. Et là, ça fait une cacophonie. Alors déjà, toi, tu as du mal avec ta pauvre petite tête. Le couple a déjà du mal parce que... Alors, moi, je dis, franchement, les papas, ils sont extraordinaires dans ces moments-là parce Ouais, qu'en fait, ils sont capables de faire abstraction, en fait, de tout ça. ouais. Finalement, c'est eux qui réagissent le mieux. Parce que nous, en tant que maman, on est là, on capte tout, tu sais, comme un satellite. Ben ouais, c'est clair. Faut rappeler quand même qu'il y a Marie qui est là aussi. Quand Il y a tu parles de Marie qui tout est là ça, aussi. il y a Marie qui grandit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que Nicolas. Il y a aussi peut-être ta vie professionnelle. Je ne sais pas si tu avais fait carrément une coupure à ce moment-là ou Ouais, là, pas. j'ai fait une coupure. J'ai dû faire une coupure. Du moment où Marie est arrivée, en fait, je te dis, elle est salvatrice parce que je me suis arrêtée pendant 3 ans. C'était mon deuxième. Donc, j'avais le droit de m'arrêter pendant 3 ans. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Congé parental d'éducation. Voilà, exactement. Donc, pour elle. Mais finalement, c'est Nico qui en a bénéficié. Nico a quand même continué à aller à la crèche 2 ou 3 fois par semaine pendant ce temps-là.
je pouvais m'occuper de petite Marie et essayer de me reposer. Et ton mari, lui, avec son cerveau très cartésien, te disait, bon, tout va bien, je gère, on va pas voir la famille, on reste ensemble ce week-end, on s'en Alors, fout. c'est moi qui ai lutté, en fait. J'ai voulu prendre tout à cœur, comme d'habitude. Hein. Et en fait, je regrette de l'avoir envoyé balader à ce moment-là. Parce qu'en fait, je disais, mais non, mais il faut aller voir les grands-parents, ça va les rassurer. On va aller voir si ça va les rassurer. Non, en fait. Et lui, il avait qu'une envie, c'était effectivement de rassembler en fait son petit monde et se dire, bon, on reste là. En famille, ouais. Voilà, on bouge plus, on est là. C'est ça. Et ça peut entraîner des problèmes de couple qui ouais. deviennent assez insupportables pour les uns et les autres. Et c'est vrai que dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire aux mamans, prenez du recul. Moi, j'ai fait c'est la période aussi où je suis rentrée en cure voilà, où j'ai voulu apprendre énormément de choses sur moi, malgré que je l'avais déjà fait avant, parce que je sentais que j'allais pas bien. Mais je pense que si quelqu'un m'avait arrêté avec une espèce de clé, tu vois, en me mettant sur stop, disant, écoute, prends le temps de réfléchir, tu vas tout péter. Tu veux tout mener de front. En fait, t'as rien compris. Est-ce que tu n'as rien compris ou c'était ta réponse appropriée à je m'inquiète pour tout le monde, il faut gérer quoi. Alors, ce qui ne veut pas dire que le père de tes enfants et ton compagnon, ton mari, tu vois, c'est pas toi tu gères donc tu es quelqu'un de bien et l'autre qui c'est pas ça, tu vois. Mais je veux dire, c'est une réponse que tu t'es donnée, c'est comme ça, je veux dire, il y a pas d'erreur, tu vois. Ouais. Beaucoup d'inquiétude, tu vois, ça motive énormément quand même à prendre. Alors, voilà, je parle de Red Chestnut hein, quand on s'inquiète pour les autres. Donc, tu peux t'inquiéter pour ton mari, tu peux t'inquiéter pour tes parents, tu peux t'inquiéter pour Nicolas, pour Marie. Je veux dire, ça, on s'inquiète pour tout le monde. Donc la prise en charge du je fais au mieux pour que tout le monde, comme si tu pouvais anticiper la douleur de chacun et tout ce que chacun allait vivre. Oui. Donc, forcément, c'est pas que tu n'as rien compris, mais je veux dire, tu as fait ce que tu as pu, tu vois. Ouais, mais ça, c'est la Nathalie de maintenant qui parle à la vieille Nathalie. Oui. Tu vois. Mais au moment où tu le vis, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Ouais, tu es dans l'inquiétude, tu essaies de trouver des solutions, tu essaies de jouer là, et avec le doigt de pied là, tu tiens ça, et avec ça, et avec le bout de l'oreille, tu traites ça. Complètement. Et tu dis, non mais voilà, ah, ça c'est la fleur oak aussi, hein, la fleur du chêne qui est super costaud, résistant, qui s'occupe des autres, et effectivement, qui va certainement craquer à un moment donné, mais au moment où il est dedans, il est aussi dans l'obligation de gérer le truc, quoi. J'ai mis une story aujourd'hui où effectivement, tu as la nana qui fait tourner en fait toutes les assiettes comme ça, tu sais, comme les Chinois au cirque. Tu es là, tu te dis pourvu qu'il n'y ait rien qui tombe, tout va bien. Tu vois, quand je te dis le doigt de pied, le bout de l'oreille, l'ongle, le truc, le machin, tu as l'impression que tu vas marier, je gère le mari aussi, la belle-mère, c'est ok, Nico, c'est bon, il a là, ok, le rendez-vous chez le dentiste. Et là, tout s'effondre à la fin de la journée parce qu'en fait, logique, tout s'effondre. Mais effectivement, on est dans cette période. Et je pense que toutes les mamans passent par aussi ces étapes. Et il faut savoir se faire confiance et surtout s'arrêter, en fait. Se dire, ok, je respire. Ouais. Je prends le temps. C'est pas forcément... parce que finalement, quand tu vas confier ton enfant, tu vas te culpabiliser encore plus. Parce que finalement, à un moment donné, tu sais exactement comment il fonctionne. C'est un rouage, en fait. C'est un binôme qui peut plus, en fait, s'arrêter. Et encore aujourd'hui, en fait, on est très binôme. Hein, on aime bien faire les choses à deux. Ouais, t'as un grand sourire, là. Et quand il y a trois, ben, il y a quelque chose qui va pas. Alors que quand on est à deux, tout va très, très bien. Et c'est vrai que je dis, enfin, pour une jeune maman qui apprend que son enfant est différent, mais peu importe le handicap, hein, finalement, il faut savoir se faire confiance et surtout s'arrêter à un moment donné et se dire, ok, je crois que j'ai besoin de vacances. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux pas laisser ton monde, pars sur un voilier. C'est ce que je conseillerais à tous les parents. Le travail, on a toute la vie pour travailler, alors que finalement, ces moments-là, il faut savoir se reconcentrer et se construire face à tout ça. Ouais, mais regarde la tournade, je vais dire la tornade. Ouais, mais ça tournait, tu vois, pour moi, parce que
quand tu racontes ça, voilà, Nico, il a 2 ans et demi, l'arrivée de Marie, le diagnostic, et bim, 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 et les recherches. Enfin, t'es pris dans un cercle où tu es entraîné dans quelque chose, ou même si tu voulais partir sur un voilier, il fallait faire les choses aussi pour arriver. Alors tu me diras, il s'est passé du temps entre ça et le constat de maintenant, tu vois. Bien sûr que ça n'a pas été comme ça tout le temps. Mais je veux dire, après, c'est la rentrée, il faut préparer les vacances, et gna gna gna, et après, ça va être les fêtes de Noël, et ça y est, on s'est retourné il y a 10 ans qu'on a pris dans le nez sans s'en apercevoir. Non, mais tu vois, et je veux dire, ce tourbillon de la vie aussi. Euh, Après, ça a aussi un coût financier, j'imagine, tu vois. Oui. J'imagine des mamans solo qui se retrouvent avec un enfant qui traverse un handicap. C'est pas non plus facile, tu vois. Ouais. Maman, c'est quelque chose. Solo, mais ouais. Complètement. Nico est rentré à l'école pour ses 3 ans, comme tout le monde. Parce qu'en fait, le neuropsychiatre m'avait dit, mais non, vous verrez, ça lui fera du bien et tout, ok. Ça n'a pas été simple du tout parce que la maîtresse a pété un câble et en fait Nico a déclenché une maladie auto-immune dont on ne suspectait même pas que ça puisse exister. Et en fait, on s'est aperçu quelques temps après, comme il ne parlait pas, qu'il ne disait rien, et finalement c'est une de ses petites copines qui a dit à sa maman, mais tu sais Nicolas, c'est mieux qu'il soit pas là parce qu'en fait la maîtresse le tapait. Ok, donc c'est l'atrocité qu'il a vécue qui a déclenché la maladie auto-immune. Hein. Il pouvait rien dire en fait. Enfin, il me disait rien en fait. Et puis, je pense qu'il était traumatisé de rentrer à l'école. Ça lui plaisait pas du tout. Ça lui a jamais plu d'être entre 4 murs. Et voilà, Nico, il a sa propre vie. Enfin, franchement, c'est un être incroyable hein, parce qu'il se fait une vie. Enfin, dans le monde moderne d'aujourd'hui. Mais il se débrouille très très bien et il fait sa vie. Il fait sa vie. Et il vit sa vie. Hein, Nico? Tranquille. Oui. Mais c'est vrai que du coup, voilà, le monde éducatif n'est pas prêt à recevoir des enfants différents. Et je pense qu'aujourd'hui, encore moins que d'habitude qu'il y a 18 ans, je plains toutes les maîtresses en fait qui doivent recevoir un enfant autiste. Alors que tu as les 3 premiers de la classe et les parents délégués des parents d'élèves qui veulent déjà qu'ils fassent des équations en maternelle. Ben oui, bien sûr. Mais comment ils font, ces pauvres gens? Mais comment ils font? Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. On leur demande 4 fois trop de choses. Donc, Nico est sorti du système classique. Il est rentré dans une école privée. Donc, alors, pas du tout adaptée parce qu'au départ, c'est pas du tout ce qu'on nous a proposé, mais on a pris une école privée voilà, qui était plus à l'écoute des enfants, avec un prix qui était phénoménal, au moins. Je préfère parler d'argent, il vaut mieux être cash, hein, parce que ça a aussi un coût, et du coup, si on veut supporter les amis, ça peut être aussi voilà, de savoir que ça existe, quoi, en fait. Hein. Ouais. Donc, en fait, on avait choisi une école, c'était 500 € le mois. Alors bilingue, tout optime, mais nous c'est pas ça qui nous intéressait. Nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'en fait, ils soient avec d'autres enfants pour mimer, voilà. Et ça, on est passé à l'école Montessori. Montessori aussi, ça a été assez compliqué avec une école quand même assez chère. Pendant ce temps-là, tu continues l'orthophonie, bien sûr. Le pédopsie, tu continues la motricité, parce que motricité fine, il n'y avait pas. Et bref, en fait, tout ça, ça a un coût énorme. Et même à l'époque, nous, on n'avait pas commencé les dossiers MDPH à ce moment-là. Donc, on a tout pris en charge jusqu'au moment où on s'est dit, écoute, on va y laisser notre appartement. Donc, voilà, donc on a tout arrêté. Et là, on a remis Nico en circuit classique. Ça a duré 3 semaines, je pense. Alors, c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, Nico s'est retrouvé dans la même maternelle alors qu'il avait 7 ans. Il s'est retrouvé dans la même maternelle que Marie. Incroyable. Et ça se passait pas très bien. Donc, petite Marie aussi, en pleine construction, voyait son frère c'était compliqué pour lui. Donc, elle aussi, elle a bien encaissé quand même. Et finalement, on a été convoqués par l'école avec le médecin référent, avec l'éducateur référent qui nous annonce que l'école pour Nicolas, c'est basta, c'est fini.
et qu'on a trouvé une place dans un IME très rapidement parce que là, la situation était ingérable. Ok. Ok. Donc, il y avait de la place. Alors, il faut C'est une savoir chance. qu'en cas d'urgence, il y a toujours de la Ok. place quelque part. D'accord, ok. Bah, tant mieux. Voilà. Mais on s'est trouvé devant un espèce de... Alors moi, je dirais, on s'est senti jugé complètement. En fait, il y avait une dizaine de personnes devant nous et puis on nous a fait parler en disant votre enfant, comment vous le sentez, comment vous le voyez, Pour comment vous le accéder à la percevez. place, Nathalie, c'est ça que tu es en train de dire? Avant de rentrer dans l'établissement, vous avez passé une forme d'audition, c'est ça? Non, c'était justement quand on est sorti en fait du système scolaire classique. Ouais. Et là, en fait, on s'est senti hyper jugé, quoi. Ok. Parce que on avait tout foiré, parce que le système en fait qu'on avait choisi de le passer d'une école à l'autre, déjà c'était pas un choix, c'était se dire ok, on avait l'hôpital derrière qui nous poussait en disant mais mettez-le à l'école, vous allez voir, ça va lui faire du bien, ok. Mais du coup non, ça faisait du bien ni à Nico, ni à personne, hein, parce que même les maîtresses en fait n'en pouvaient plus en fait. Ouais. Donc voilà. Donc, on s'est retrouvé en fait à intégrer un institut médico-éducatif à l'âge de 7 ans. Et ben, du coup, c'est le quotidien de Nico puisqu'il est en IME. Et petit à petit, en fait, on a fait des choix différents d'établissements pour qu'il puisse évoluer, pour que voilà. Et puis, je te dis, toutes les thérapies qu'on était allé chercher au Luxembourg et ailleurs, ben, on a fait une espèce de truc où on le stimulait tout le temps. Et aujourd'hui, en fait, on en est à un point où Nico, des fois, il n'en peut plus, en fait. Parce qu'à force d'être stimulé tout le temps, ben, le cerveau d'un enfant, il n'en peut plus, il n'a plus de place pour rien. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Mais, donc, il faut faire hyper attention. Mais du coup, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est d'une certaine façon un cursus normal où on est dans la nécessité de faire un certain nombre de choses protocolaires parce que c'est comme ça ou pas du tout? Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe aujourd'hui. Je voudrais pas trop parler pour les nouvelles thérapies qui sont là dans les hôpitaux parce que je sais qu'ils ont fait quand même pas mal d'avancées. Mais aujourd'hui, enfin Nico, nous, on l'a hyper stimulé et c'était, on avait l'impression qu'en le stimulant comme ça, il allait progresser énormément. Ce qu'il a fait, hein, parce que le premier diagnostic qu'on a eu, c'est vrai qu'on n'est pas revenu là, mais c'était autisme. Sans, il n'allait pas marcher, il n'allait pas s'exprimer. Au niveau de l'équilibre, c'était niette. Ok. Il n'aurait pas d'équilibre. Et puis finalement, Nico, il court, il marche, il fait du roller, il fait du vélo, il va en montagne, il s'exprime. Ben ouais. Donc, est-ce que cette hyperstimulation, en fait, ça a fait que ça a fonctionné, mais au détriment aujourd'hui d'avoir un adulte qui en a un peu marre quand même. Hein, ouais. Voilà. Il a 18 ans et c'est vrai que là, on sent qu'il en a un peu marre de tout ça. Ouais. Non. Dehors, Nico. Tu vas de l'autre côté. Merci. Va de l'autre côté. Mais du coup, tu disais que, comme avec Marie, c'est peut-être aussi une période de l'étape de sa vie, comme une forme aussi d'adolescence. L'adolescence. Alors, je n'ai pas forcément de rébellion, mais en même temps, tu vois. Alors, tout est différent chez ces enfants et à la fois exacerbé. Donc, la crise d'adolescence est arrivée très tôt et il m'a bien fait comprendre qu'en fait, je le faisais suer, quoi. Ouais. Voilà. Alors, la première fois, tu comprends pas. Tu penses que c'est un manque de respect. Et puis, l'enfant, enfin, le jeune te dit, il te refait une crise, en fait, pour te dire, non, je pense que tu n'as pas compris, là. Ok, jusqu'à ce que je comprenne bien que, en fait, il allait prendre le dessus, que ça allait être très conflictuel, parce que moi, je lâche rien non plus, et que, en fait, on en arrive à un point où lui me met un stop. Et en fait, ce stop, les parents doivent comprendre qu'effectivement, à l'adolescence, quand tu prends un stop de tes enfants, il faut se mettre autour d'une table et il faut regarder un peu ce qui s'y passe. Est-ce que toi, tu vas trop loin? Est-ce que c'est l'enfant qui va trop loin? De toute façon, les valeurs, tu leur as données. Ouais. Voilà. Tu as donné ce qu'il y avait de mieux dans la vie. Tu respectes les gens, tu dis merci, tu te comportes bien, tu voles pas, tu tues pas, enfin bon, des trucs simples. Ça c'est acquis.
Et puis, quand tu arrives, en fait, en tant que mère d'un adolescent, et ben, ouais, ben, il te met un stop. Ben, ça, il va falloir l'intégrer, ma belle. Hein. Donc, finalement, tu vois, handicap ou pas, on a on a le même schéma, en fait, qui se fait automatiquement. Métaboliquement, c'est Bah oui, obligatoire. c'est obligatoire. Après, ça dépend aussi du degré d'intensité, de l'histoire de chacun. Ouais. Voilà, moi, sur mes trois enfants qui sont aussi passés par l'adolescence, il y a eu 3 adolescences complètement différentes. Ouais. Mais il y en a eu aussi. Mais ça arrive toujours au même résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te met un stop. Et là, tu sais que tu peux plus rentrer. Là, il y avait la vie d'avant. Et maintenant, il y a une nouvelle vie qui va s'inventer. Et ça, je pense que c'est la période de l'adolescence où effectivement, en tant que parent comme jeune, il faut qu'on arrive à trouver et rester en communication. Alors, je vois qu'il y a qu'il y a des gens qui sont peut-être psy dans le. Ouais, c'est Caroline avec qui j'ai fait un live. Coucou Caroline. Et ouais, elle fait de la psychogénéalogie, entre autres. Top, ouais. J'en ai fait pendant longtemps. C'est une femme merveilleuse, Caroline. Ouais. Bah, tu pourras le regarder, c'est un live que j'ai fait, je ne sais plus, vers le mois d'avril-mai à peu près. Ok. Et voilà, donc l'adolescence chez aussi un enfant handicapé, c'est différent et c'est exacerbé quand même par rapport au classique. C'est clair. Voilà, voilà. Donc après, ce dont je voulais aussi parler, c'est aussi au niveau du travail, parce que quand on est maman et d'un enfant différent et que tu annonces ça finalement à ton employeur, et voilà, on a un problème. Voilà ce qui se passe. Et ben tout de suite, en fait, l'employeur il dit oh là là, les problèmes commencent. Oh mon Dieu, pourquoi ça me tombe dessus à moi aussi? Alors du coup, tu avais fait un congé parental éducation, mais tu n'étais pas encore dans une entreprise ou tu étais dans une entreprise, tu as fait un congé parental et tu as repris tes fonctions. Voilà, alors j'ai pas repris mes fonctions. J'étais en entreprise, en pharmacie. Ouais. J'ai pris mon congé parental et en fait j'ai claqué la porte en disant écoutez, on fait une rupture conventionnelle, je reviendrai pas en pharmacie. D'accord. Et je savais pertinemment pourquoi, parce que les horaires n'allaient pas correspondre à ma vie future. Bien sûr. Et donc, tu as postulé pour un poste à l'issue des 3 ans en disant là, il faut que je me mette à bosser. Ouais. Parce que c'est fini. C'est ça. Voilà. Il va falloir quand même ramener des pépettes à la maison. Et aussi ça. Ouais, mais bon. Faire des écoles et tout le Bataclan. Ouais, c'est clair. Et du coup, là, tu prends le poste et tu annonces aussi ta vie de maman. C'est ça? Oui. Donc, quand je trouve en fait mon job, en fait, je l'ai sélectionné aussi parce que j'ai vu une annonce avec des horaires qui me permettaient de continuer à être préparatrice en pharmacie, mais d'avoir aussi des horaires adaptés. Et là, je me suis dit, oh putain, ça c'est le job de ma vie. Ok. Ouais, pas des gardes le samedi, machin, ou du dimanche. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis moi, j'avais un très gros poste en fait sur une pharmacie où je faisais du 7h30, 21h. Et j'y allais à fond tout le temps, tu vois. Donc, pour te dire, en fait, quand j'ai changé de job, en fait, il me devait presque une année de congé. De congé. Ouais, c'est ça. Donc, c'était fou. Donc, quand je parlais de Hawk tout à l'heure, de ce chêne qui se bat et qui travaille comme un fou, là, on y était déjà. Hein. Ouais. On est d'accord. Ouais. Moi, je la retrouve plus, mais bon, tu vois. Toujours. J'ai rien fait au hasard. Il fallait toujours en fait que ce soit le mieux possible. Je suis sortie du collège. J'ai un prof qui m'a dit quelque chose qui était hyper vrai. Le chêne. Ouais. Donc moi je suis partie en CAP. Il m'a regardé. Il m'a dit ok, tu pars en CAP, pas de problème. Tu n'es pas moins que tes autres collègues d'école. Soit rends-toi indispensable et sois à la hauteur de ton job. Il m'a dit le CAP, c'est l'artisanat, ça va être quelque chose qui est noble. Donc, rends-toi indispensable et fais du mieux que tu peux. J'ai mis ça là et ça ne m'a jamais quitté et ça ne me quittera jamais. Donc, effectivement. Donc, on travaille beaucoup. Mais là, c'est vrai que le nouvel employeur qui arrive donc après ce congé, je lui annonce effectivement que j'ai 2 enfants
que je compte pas en avoir un troisième d'ailleurs. Donc ça, je le mets en avant en disant au moins pour ce côté-là, vous êtes tranquille, il n'y en aura plus. Mais effectivement, j'ai un enfant qui est différent, qui me demande du temps. Donc, écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Et là, je tiens à dire que c'est vrai que les aidants, finalement, ils ont des sacrées valeurs que j'avais même pas envisagées à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, en fait, j'en prends vraiment conscience. C'est que les mamans aidantes, ou même si tu t'occupes de tes parents, ou que tu aides n'importe qui, tu as un professionnalisme que tu peux apporter dans une entreprise. D'abord, au niveau organisation, ce sont des gens qui savent très bien s'organiser. On a des plannings, il n'y a rien qui est vide, tout le monde arrive à l'heure, tout le monde part à l'heure, et finalement, on est presque des auto-entrepreneurs. Parce que ta vie, en fait, tu es obligé de la gérer comme ça. Mais c'est ça. De telle heure à telle heure, il y a kiné. De telle heure à telle heure, il y a ortho. De telle heure à telle heure, il y a Arthur qui vient garder Nicolas. Il n'y a pas une minute où il ne se passe pas quelque chose. Mais après, quand on est parent, pour moi, on est chef d'entreprise. Hein. Ah oui, mais carrément. Carrément. Alors, ça peut paraître très grossier, et je suis désolée, hein, mais c'est une vraie gestion de l'humain. Donc, on est déjà DRH, hein, tu vois. C'est ça. Si demander à déléguer, tu vides le lave-vaisselle, tu mets le panier de linge sale. C'est aussi ça, c'est de la gestion de l'humain. Il y a une gestion financière aussi. Enfin, il y a de tout, en fait. On est vraiment chef d'entreprise. Tu es hyper adaptable. Mais carrément. Tu es vraiment résilient, tu es bienveillant. Tu fais des recrutements parce qu'effectivement, tu payes ton URSSAF comme tout le monde, hein, parce que le fameux Arthur, il faut le payer. Donc, tu es obligé de faire tes déclarations. Tu sais combien ça coûte, tu sais combien tu coûtes à ton entreprise, parce que toi aussi, tu payes l'URSSAF, après tout. C'est ça. Donc, et tu sais que de telle heure à telle heure, il y a ça, de telle heure à telle heure, il y a ça, qu'il y a Ginette qui vient faire les repas, parce que moi, j'ai très vite compris que il fallait que tout soit bien orchestré. Tu as Ginette qui te fait les repas de telle heure à telle heure, qui peut effectivement te dire « Ah, j'ai une heure de plus, donc je peux faire du ménage. » Parfait, on y va. Voilà. Et à la fois, il faut que tu sois au travail, mais que tu sois sur ton portable. Et Dieu merci qu'il existe les portables aujourd'hui. Parce que ça te permet encore plus de gérer. Ben ouais. Et puis d'être sécurisé surtout. Enfin, voilà, c'est... Il y a, alors, dans la vie, il y a des impondérables et il y a de l'ingérable, mais alors avec un handicap, on ne sait jamais sur quoi on va, en fait. Donc, forcément, c'est bien d'être prévenu à temps, en fait. Ouais. Hein. Et du coup, en fait, moi, ça m'a permis aussi de dire à mon entreprise, voilà, effectivement, vous avez, je suis pour vous un maillon faible. Tu t'es présenté comme ça, mais lui, il s'est dit, ça, c'est la super nana, au contraire. Ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est passé quand même. Ouais, mais bon. Ça s'est un peu passé comme ça, à vrai dire. C'est ça. En fait, moi, j'étais sûre de ne pas avoir le job. J'ai tout fait pour ne pas y arriver, tu vois. Moi, j'étais hyper franche et tout. Je dis, bon, de toute façon, ils ne me prendront pas. Et puis, en fait, ça leur a plu. Et puis, voilà, c'était parti. Et aujourd'hui, ça fait encore... Enfin, je vais fêter mes 12 ans cette année. C'est génial. Et c'est un job que je kiffe à mort. Et c'était une création de poste ou c'était quelque chose? Ouais, c'était une création de poste. Ouais, mais c'est aussi pour ça que ça a marché parce que tu as un côté très, très leader, justement. Donc, et puis, tu es très enveloppante. Alors, je ne vais pas dire que tu es maternante avec les gens avec lesquels tu travailles, hein, mais il y en a quelques-uns là ce soir, ouais, je ne sais pas, ils peuvent témoigner. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu es très sécurisante aussi. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté aussi très bienveillant et qui est très sécurisant et en même temps très structuré. Donc, ouais, c'était certainement une grosse pépite pour l'entreprise. Je comprends que tu y sois depuis 12 ans et il a dû trouver une perle, tu vois, en disant bon, trop bien. Mais c'est rigolo comment on se présente à un job en essayant de se tirer une balle dans le pied, en disant de toute façon, ça va pas le faire. Je vais noircir le tableau et que l'autre se dit ouh, génial, un diamant. Tu dis, bah non, tu déconnes quand même. Ouais. Ah oui, bah effectivement. Trop bien. Merci. Merci beaucoup. C'est trop chou. Non, mais trop chou. Bon, mais là, il y a des fans, hein, bah, ouais. des grandes fans. Normal. Et du coup, au niveau de la parentalité, en fait, moi, j'aurais tendance à conseiller en fait une maman qui, pareil, doit reprendre un job après s'être arrêtée pour
enfant handicapé ou pas finalement, hein, Bien sûr. c'est de faire un bilan de compétences et se dire de quoi je suis capable aujourd'hui. Il ne faut pas y aller comme ça en se disant bon, je vais reprendre le travail et ça va bien se passer. Tu as appris plein de choses, mais à la fois tu as perdu confiance en toi parce que rester à la maison, c'est pas un boulot, c'est un sacré boulot, c'est un double boulot, je dirais même. Et à la fois de rester à la maison, il va falloir reprendre cette confiance en fait, avec tout ce que tu as vécu, s'il y a des postpartum, s'il y a des baby blues, enfin, et il va falloir vraiment se reconstruire. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment en fait de se dire, je me fais un bilan de compétences et je vois de quoi je suis capable. Parce que refaire un CV alors que déjà tu n'as plus trop confiance, que tu te dis ouais moi je suis juste maman et puis voilà j'ai rien appris avec mon enfant. Non, ton enfant C'est pas la réalité pas du déjà, tout. parce qu'en fait, voilà, tu as quitté l'entreprise, tu n'étais pas parent, Non. donc déjà c'est autre chose, et ta vie a été transformée, et le cerveau de la maman, enfin la femme qui va devenir maman, est transformé. On ne pensera plus jamais comme avant. Donc, alors bon, à part quelques rares exceptions, hein, parce qu'il il y a des femmes pour lesquelles ça ne se produit pas du tout comme ça, mais souvent, il y a une grosse remise en question. Et ça peut être aussi, c'est pas un postpartum de la remise en question de la vie, mais presque, tu vois. C'est parce que c'est qu'est-ce que je fais finalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes après qui d'un seul coup veulent travailler avec les petits ou faire des trucs pour les enfants et tout, parce que ça ouvre le cœur à 180 degrés. Et des fois, le job qu'elles ont fait avant, elles y trouvent plus forcément du sens, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé avec une jeune femme comme ça qui était responsable, pas marketing, mais tu vois, chef produit, gna gna gna. Elle a été enceinte, elle a tout plaqué, elle a ouvert une petite boutique pour des trucs pour les bébés, gna gna gna, puis une deuxième, troisième grossesse, et puis voilà. Enfin, je veux dire, alors, toutes les femmes ne passent pas par là, hein, mais je veux dire, il y a beaucoup une grosse remise en question quand même derrière du sens de la vie sur, ok, bon, déjà, il faut se biloquer en disant, ok, j'ai une partie où je vais plus pouvoir être à la sortie de l'école et faire tout ce que je faisais, parce que j'ai fait aussi les congés parentaux d'éducation. Sauf que bon, moi j'étais un peu déjà artiste et machin, et donc j'étais pas intéressée dans une entreprise, donc je vivais déjà ma vie ailleurs, mais en même temps quand même, tu vois, c'est pas une forme de désociabilisation, mais je veux dire, tu fais poupougne, quoi, tu vois. Tu es là, tu prépares le goûter, tu t'anticipes, tu vas pouvoir faire les devoirs, tu vas pouvoir jouer avec eux, tu vas être présent, tu vas pouvoir faire des anniversaires. Quand tu rentres dans ton taf, tu es obligé de déléguer, tu n'as plus le temps, tu cours chez machin chercher les chaussons de danse à l'arrache. Enfin, je veux dire, c'est pas le même rythme, quoi. Donc forcément, à un moment donné, tu dis bon moi je kiffais plus avant de faire les goûter l'anniversaire, aller chercher les chaussons de danse ou je sais pas, le kimono de judo, que de me faire engueuler par un mec dont j'ai strictement rien à fiche. Je me fous de bosser pour ce mec-là. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment que le travail ait du sens après tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait finalement la parentalité, ça devrait être voilà, il faudrait que le RH ou l'employeur en fait se mette là et se dise ok, vous voyez votre vie comment cette année, on fait quoi, Mais ouais. De quoi vous avez besoin. Et je pense que finalement les gens seraient quand même beaucoup plus heureux au taf en se disant ok, j'ai la liberté d'aller chercher mon enfant au moins 2 fois dans la semaine. Mais bien sûr. Être à 4h30 au portail, tu sais, avec ton petit goûter comme ça. Mais ouais, ça n'a pas de prix, mais ça. C'est trop kiffant, quoi. Et pourtant, en fait, les femmes, et je pense que même un papa, enfin, les femmes et les hommes, ils rêvent que de ça, de se dire non, mais je la vois pas grandir, enfin, je le vois bien pas sûr, grandir. c'est frustrant, ça fait de la peine, ça déchire le cœur. Et en même temps, l'enfant aussi se construit comme ça, avec ses parents qui vivent cette vie-là, c'est ok, tu vois. Et mais tu sais c'est des choix de vie on incite déjà nos enfants à rentrer dans le schéma boulot, dodo, voilà, et ils nous voient pas forcément très heureux. Et à la fois, ils disent ah ouais, c'est ça la vie de grand là. Bah ouais, c'est clair. Je crois pas que j'ai trop envie, moi. Je crois que j'ai pas trop envie, en fait. Et c'est comme ça, en fait, qu'on les incite pas non plus à se dire. Et puis, en plus, comme beaucoup aujourd'hui, tu arrives et tu te planches sur ton portable. Coucou, Nico. Le retour de Nico. Ah, tu es armé, là. Oui, je préfère m'asseoir là. Tu préfères t'asseoir, là. Eh ben, viens avec moi, là. Ça va, je parle pas trop fort? Non, mais tu pousses, toi. T'es grand, maintenant.
Ouais, donc le retour au travail, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Mais c'est possible. Après, du travail, il y en a. Voilà, il y a différents jobs. On peut aussi se créer son propre boulot aussi. Exactement. Et comme tu dis aussi, poser ses limites et puis voilà, connaître ses valeurs et de se dire, bon, bah, voilà, moi, c'est ça que j'ai à proposer. Après, il y a beaucoup d'employés aussi qui sont très attentifs aussi aux parents. Maintenant, il y a un congé parental aussi pour les pères. C'est pas optimal de tout, mais c'est déjà mieux qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, je me dis, bon, ça Oui. va aller certainement encore vers du meilleur. Hein, et le congé parental d'éducation, bon, c'est pas énormément, hein, parce qu'il faut aussi évidemment Non. être accompagné, mais parce que sinon, c'est très, très compliqué. Mais bon, c'est aussi, voilà, ça peut être aussi une alternative pour certaines personnes, quoi. Oui, tu vois, moi, si on m'avait, en tant que femme hyper active, si on m'avait expliqué que, ok, tu vas rester à la maison, mais finalement, on va organiser des journées, enfin, tu vois, presque, voilà, je me sentirais peut-être de faire ça, ça va peut-être m'arriver un de ces quatre, mais de te dire, voilà, de telle heure à telle heure, tu fais ça, puis de telle heure à telle heure, tu te reposes, ça, c'est permis. De telle heure à telle heure, tu peux confier ton enfant à ta belle-mère ou à ta maman. Tu verras, elles vont kiffer. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas nager, tu vas rien faire, tu vas respirer. Puis quand tu vas revenir, ben, tout le monde sera très content. Tu vois, d'organiser une journée, te dire, OK, c'est pas que tu vas pas travailler. Au contraire, tu vas travailler 2 fois plus. Parce que justement, tu es à la maison et tu dois en fait fournir du travail en te disant, ben, pourvu qu'il passe pas que je suis une feignasse, tu vois. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Tu es à la maison, et ben, tu t'occupes de ton foyer, c'est déjà énorme. C'est déjà. Enfin, Je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait. non. Et la preuve, c'est que souvent, quand les compagnons restent parce que justement, bah, la femme soit va faire un stage, voilà, va vivre autre chose, voilà, et elle confie toutes ses tâches, bah, souvent, c'est relayé en disant, bon, bah écoute, il était temps que tu rentres, hein, parce que je ne sais pas comment tu fais. Alors bien sûr qu'ils s'en sortent très bien, hein, c'est pas le problème. Mais on a une capacité aussi voilà, de don de soi qui est et d'oubli de nous-mêmes quand même qui est assez exemplaire par Ouais. moment. Il faut pas s'oublier. Non, Il faut prendre en compte sa santé aussi, sa santé c'est mentale. ça. Et c'est la période pour le faire, quoi. Ouais. Et ça, c'est la fleur centauri. Hein. Quand on donne beaucoup aux autres, on se fatigue aussi et on a tendance à s'oublier pour faire passer les autres avant nous. Ouais. Complètement. Complètement. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nathalie. Je vois qu'il est déjà 21h12. Ah ouais, Pour être carrément. précise. Carrément. On a parlé d'une petite partie, mais c'est vrai qu'on dévie tout le temps sur plein de choses, en fait. Bah ouais, mais bon, tu vois, on a quand même bien. Voilà, après, ça reste qu'un témoignage. Hein, tout le monde ne se retrouvera pas forcément dans ton histoire. Mais d'une certaine façon, voilà, on peut tous s'identifier quand même à ce que tu as pu vivre ou des parties de ces moments-là qui peuvent aussi, tu vois, éveiller chez nous soit de la compassion, soit des moments, des bribes de vie aussi qu'on a aussi touché du doigt et du désarroi, de la peine, de l'inquiétude, du côté. Bah, alors, c'est même pas de l'héroïsme, hein, parce que je pense que quand on est dedans, on ne se pose pas la question, en fait. Hein. Non, pas du tout. On Pas vit, du tout. point. Hein. C'est On pas. vit, on trouve des solutions. Ça aussi, pour une entreprise, c'est fabuleux parce que tu vois, quand tu es face au handicap, en fait, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Ouais. Et du coup, en fait, tu t'adaptes tout le temps. Tu essayes de tout le temps trouver des solutions et te remettre en question. Donc, c'est vrai que et c'est le côté parentalité qu'on voit pour tout le monde, en fait. Exactement. Finalement, tu te remets en question vis-à-vis de tes enfants tout le temps. Carrément. Sauf que là, il va falloir du temps. Je crois que là, le maître mot, en fait, quand on a un enfant handicapé, c'est être patient et passionné. Ouais, passionné, patient et adaptable, comme tu dis, parce que toutes les propositions sont remises en question de façon perpétuelle, en fait. Rien n'est jamais acquis. C'est pour ça que quand tu parles de trouver des solutions, cette grande part de créativité, elle est vraiment liée à cette grande faculté d'adaptation. Parce que sinon, on peut pas abandonner un enfant, c'est pas C'est ça. possible. Donc, il y a toujours obligé d'aller puiser en soi des ressources inouïes
pour se dire, ok, ça fonctionne pas, bah, je vais aller par là. Ouais. Ok, ça marche pas, c'est pas grave. On peut aussi aller par On là. va faire ça. Ah Puis non, on va mais passer par on va là. passer par là aussi. Et puis là. Mais ouais, non. C'est ça. Et ça, je trouve c'est beau d'avoir ces ressources qui sont qu'on pense être inépuisables. Et bien sûr qu'il faut faire attention hein, et pas aller jusqu'à être carrément rétamé. Quoique, bon, on peut friser le rétamage, hein, mais voilà. Encore Oui, une on peut fois, friser le rétamage, mais il suffit de connaître les bonnes personnes pour te permettre de remettre de la sève, en fait. c'est clair. C'est clair. Donc, et tu en fais partie. Merci. Et du coup, voilà, avoir cette quête d'enthousiasme aussi sans cesse renouvelé avec la fatigue, l'épuisement, parce que ça on en a pas parlé, mais l'épuisement évidemment, ça existe. Hein. Oui. Voilà, on l'a parlé chez Hawke, hein, mais Olive, la fleur de la fatigue physique et mentale, hein, parce que quand on trouve pas de solution, quand ça roule pas comme on veut, quand ça monopolise énormément d'énergie, bah, je la trouve pas, Olive. Voilà, prendre soin de soi, c'est aussi faire peut-être des compléments vitaminiques aussi, des trucs pour nous aider à tenir. Hein. Ouais. Alors je dis pas des drogues, hein, mais des choses de pas passer à côté des choses basiques de la vie. Voilà, Olive. Je sais pas, du magnésium, du zinc. Du fer, des vitamines B, enfin des trucs pour nous soutenir quoi. Hein. Ouais, des antioxydants, enfin des choses comme ça. Antioxydants, voilà, bien s'alimenter, voilà. Ouais, c'est un truc, il faut rien lâcher. Et c'est vrai que le manque de sommeil ça peut te faire devenir complètement. Ça ravage. Hein. Ouais, voilà. Donc moi, j'avoue que le vendredi après-midi, voilà, je suis pas à prendre avec des pincettes, mais je sais aussi pourquoi. Donc des fois, enfin, selon comment je suis organisée, j'essaye de prendre un de me mettre en télétravail. Je sais que ces jours-là, en fait, je suis pas disponible pour mes collègues. Donc j'ai pas à faire passer ma mauvaise humeur sur mes collègues. C'est clair. Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. On n'a pas à faire passer notre mauvaise humeur sur qui que ce soit. Il y a quelque chose à nous dire, Nicolas? Nico, il est venu pour faire un peu de bruit, pour qu'on s'occupe un peu de lui. Trop bien, bah c'est la fin, il est temps, hein, tu me diras. Voilà. Donc ça peut être la fleur chicory, la fleur aimez-moi, je suis là. C'est ça. Et Monsieur Chicory. Elle est là, la belle fleur chicory, regarde. Voilà. Regarde Nico, elle te parle cette fleur? Ouais. Elle est très très belle. Voilà. Ça c'est la fleur, des fois un peu de l'amour possessif, ou quand on a besoin un peu qu'on nous regarde, ou qu'on fait des fois, ça peut être aussi, tu sais, cette façon qu'on peut avoir aussi des fois tomber malade juste pour qu'on reste un petit peu à la maison. Tu vois, ce genre de choses, par exemple. Comment dire que je comprends tout à fait? Voilà. C'est une jolie fleur qui nous aide à nous détacher et tout va bien. Bon, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une belle fête d'anniversaire et joyeux anniversaire beaucoup. Nicolas pour dans 2 jours. Je voulais remercier. Enfin, c'est demain l'anniversaire réel, mais c'est la fête qui est dans 2 jours, c'est ça? Alors non, son anniversaire c'est vendredi, c'est le 29 septembre. Ok. Donc et ce sera son jour de grande fête, donc ça va être. Et c'est la Saint-Michel. C'est la Saint-Michel. La Saint-Michel et il y a une pleine lune le jour de la Saint-Michel. Exactement. Voilà, ça va être une très jolie fête. Ça tombe bien, il n'aura pas envie de dormir, donc il pourra faire la fête toute la nuit. C'est parfait. La lune éclairera la maison et le jardin toute la nuit. Voilà. Bisous Nathalie. Je t'embrasse très fort. Ouais, moi aussi. Et je voulais remercier tous ceux qui nous ont suivis aussi ce soir. Merci beaucoup et merci à Nicolas pour sa présence. Monsieur. À bientôt. Je t'embrasse fort. À très vite. Merci. Ciao.